Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Chervet, je suis tech lead chez AXA France. J'ai commencé à développer en Java il y a plus de 10 ans. Ensuite, j'ai fait quasiment que du .NET et ces 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de Node.js. Bonjour à tous, donc moi c'est Simon Dib, je suis également tech lead chez AXA depuis 5 ans. Euh, et aujourd'hui on va avec Guillaume vous présenter ASP.NET Core. Avant cela on tenait à remercier AXA et Devox de nous permettre de réaliser cette présentation. Donc merci à eux. Et merci à vous aussi d'être présent. Avant de commencer, pour adapter notre discours, on aimerait savoir parmi vous, si vous pouvez lever la main, qui a déjà fait du .NET? On est en public assez conquis. Qui a déjà fait du Node.js? Très bien. Et qui n'a pas encore levé la main? Donc en tout cas, merci à vous et merci de votre ouverture d'esprit. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous voulez refondre votre SI en microservices, il y a plein de technologies qui sont intéressantes. Il y a le Java, il y a le Go, il y a le Scala, il y a aussi Node.js. Et avec Simon, on est persuadé que ASP.NET Core a toute sa place. Donc on va vous présenter ASP.NET Core et son écosystème. Et petite info, on n'a pas d'action chez Microsoft. Donc avant de parler d'ASP.NET Core en tant que tel, on voulait faire juste un petit état des lieux sur .NET aujourd'hui. Donc depuis les années 2000, on a ce qui est le plus connu et le plus utilisé, la plateforme d'exécution .NET Framework. On a également une implémentation pour Linux qui permet de faire du .NET qui s'appelle Mono. Et on a depuis récemment Xamarin qui s'appuie sur Mono et qui vous permet en gros de construire des applications iOS et Android en utilisant des technologies .NET. Donc l'année passée, Microsoft a annoncé .NET Core. Donc c'est une nouvelle plateforme d'exécution qui se veut légère. On part vraiment avec un socle minimal auquel on vient greffer ce dont on a besoin pour faire tourner notre application et répondre à notre besoin. Ça se veut également flexible en termes de déploiement, étant donné que le package qu'on va installer en production va contenir vraiment tout, donc l'ACLR, les DLL, enfin les assemblies dont on a besoin pour faire tourner notre programme. Donc on ne se retrouve pas avec des problématiques telles qu'on pouvait avoir auparavant avec le full framework qui était installé dans une version par exemple 4 sur un serveur et où on avait potentiellement peur d'installer une nouvelle version du framework de peur de casser les applications qui s'exécutent sur la version plus ancienne. Pardon. Donc c'est une plateforme d'exécution multiplateforme. Donc aujourd'hui, macOS, Linux et Windows sont capables de faire tourner .NET Core. Ça nous apporte un ensemble d'outils de développement. Donc l'outil majeur, c'est la .NET CLI qu'on verra tout de suite après avec nos démos. C'est quelque chose qui est open source, donc c'est sur GitHub, n'hésitez pas à contribuer. Donc la communauté, en tout cas, est vraiment libre de le faire. Et c'est supporté par Microsoft, donc c'est quand même un acteur majeur qui est derrière cette plateforme. Donc voilà la big picture que je viens de vous décrire. Donc on voit trois silos avec des base class libraries qui sont qui sont vraiment distinctes. Donc on peut se dire c'est quand même dommage de ne pas pouvoir partager du code entre une librairie qui est écrite pour .NET Framework avec la plateforme .NET Core. Pour répondre à cette problématique, Microsoft a introduit en même temps que .NET Core la .NET Standard Library, donc en fait qui permet d'abstraire finalement les base class, de manière à ce que une librairie compilée sur une version d'une plateforme puisse être partagée d'une plateforme à l'autre. Simon, aujourd'hui actuellement, moi j'ai une librairie qui fonctionne sous Windows là avec le framework .NET ici en vert. Ça permet de générer des PDF.
et j'aimerais qu'elle fonctionne sous Linux. Qu'est-ce que je dois faire, Simon? Déjà, tu peux m'indiquer quelle est la version que tu cibles sur le .NET Alors, Framework? on développe en .NET 4.6. D'accord. Donc Microsoft, dans sa documentation, fournit une table de mapping entre une version de la .NET Platform, donc là, .NET Framework par exemple, et si tu es en 4.6, il faut que tu recompiles en ciblant la .NET Standard Library 1.3, Merci, Simon. de manière à pouvoir me passer ton code et que je m'amuse avec. Donc voilà pour .NET Core. Donc je vous propose un petit Hello World. Donc en tant que développeur, on commence souvent par un petit Hello World. Donc plus d'image. Donc là, il a lancé la console. Je peux vous décrire l'image. Ça y est. Ok. Donc je reprends. Donc je vais me créer un petit dossier, Hello. Je vais me rendre dedans. Et puis, je vous ai parlé de la .NET CLI. Donc, en installant le SDK .NET Core sur ma machine, ça m'a installé ce fameux .NET CLI. Donc, si j'appelle .NET depuis ma command line, j'ai un utilitaire à disposition qui me permet de réaliser différentes choses. Donc, notamment créer un projet, restaurer ses dépendances, donc via des packages nuggets qui sont cachés sur la machine de manière à accélérer les restaurations suivantes. Si je fais plusieurs projets sur la même machine, les restaurations suivantes seront plus rapides. Je peux builder mon application, la faire tourner, lancer les tests, etc. Récemment, Microsoft a ajouté les possibilités de manager finalement les dépendances, donc avec des actions de add, remove et list, des packages nuggets dont on a besoin. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de créer un nouveau projet. Donc on va utiliser la commande .NET New. Et je vais demander qu'est-ce que je peux faire avec .NET New. Donc il me propose différents templates de projets. Donc, et différents langages. Donc on a C# et F#. C# par défaut. Il y a également Visual Basic, pour ceux que ça intéresse, qui va arriver prochainement. Donc dans un premier temps, on va peut-être faire une application console. Donc ça nous permettra de faire notre premier Hello World. Donc je vais faire .NET New console. Le projet est créé. Donc si je fais un dir, j'ai 2 fichiers. Donc vous êtes habitués à faire du .NET, enfin, en tout cas la majorité des gens qui ont levé la main. Donc j'utilise ici Visual Studio Code, qui est l'éditeur de code cross-platform proposé par Microsoft. C'est assez grand, vous voyez? Ok. Donc on a un CS-Proj qui contient finalement des informations techniques par rapport au projet, notamment la version du framework que je cible. Donc là, je suis sur du .NET Core 1.1. Et puis j'ai un simple programme.cs qui me fait un petit Hello World. Donc mon éditeur de code Visual Studio est intégré avec .NET Core. Donc là, il voit que j'ai créé un nouveau projet, mais les dépendances n'ont pas encore été récupérées, donc il me propose de le faire. Je ne vais pas le faire avec Visual Studio Code pour le moment. Je préfère vous montrer la CLI. Donc je vais plutôt utiliser .NET Restore. Donc là, en fait, il génère des fichiers qui sont finalement la représentation de l'arborescence des dépendances. Donc des dépendances peuvent avoir des dépendances et ainsi de suite. Donc c'est un arbre assez gros à calculer. Donc il génère des fichiers qui reprennent ces informations. Et puis il s'appuie sur mon cache local pour me simplifier la vie et mon expérience utilisateur. Maintenant que j'ai restauré, je peux utiliser la commande .NET Build. Mais je ne vais pas le faire, je préfère utiliser un raccourci qui s'appelle .NET Run qui me fait pour moi l'étape de build et l'étape d'exécution du programme. Donc c'est un raccourci, j'en profite. Donc voilà, mon application s'est exécutée. Maintenant, si je regarde ce que j'ai en sortie d'étape de compilation, donc j'ai toujours un dossier avec les binaires.
Et si on regarde un peu ce qui se trouve là-dedans, ça peut choquer certains. D'habitude, dans une console app, on a l'habitude d'avoir en sortie un point .exe. Là, on n'en a pas, c'est normal. Un point .exe n'est pas cross-platform, parce que c'est Windows lui-même qui sait que quand il a affaire à un point .exe, il doit charger la CLR.net de manière à lancer le code qui est contenu dans ce point .exe. Cependant, il est quand même possible d'optimiser la sortie de compilation pour un OS donné. Donc là, par exemple, je suis sur un Windows 10, version x64, donc je vais aller dans le CSproj et introduire un runtime identifier. Et je vais dire Windows 10 x64, sans faute. Voilà. Et là, je peux utiliser une nouvelle commande, donc .NET Publish, pour le runtime que je viens d'indiquer. Et puis, je vais lui mettre dans un petit dossier out. Simon, est-ce qu'il ne faut pas faire un .NET Restore Tout à fait. Donc, voilà. En fait, tu as raison, Guillaume, parce que le fait d'introduire un nouveau runtime, on a besoin d'aller charger les DLL de la CLR optimisés pour cette plateforme d'exécution, cet OS, pardon. Donc, je vais plutôt faire un .NET Restore. Et je vais refaire mon .NET Publish. Donc, en sortie dans un dossier out, et toujours pour le runtime Windows 10 x64. Donc, je vais aller voir ce qui m'a produit dans le dossier out. Et là, ici, j'ai bien une version optimisée pour l'OS Windows 10 x64 avec un point .exe et puis tout ce dont mon application a besoin pour tourner. Donc là, il y a du monde. C'est pour un Hello World. Voilà pour .NET Core. Je vous propose qu'on passe au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Donc si je comprends bien, Simon, cet exe, il est autonome. Tout à fait. Je peux le copier-coller sur notre Windows 10. Il suffit que je te partage ce dossier out, et puis sur ta machine, il tournera sans problème. Merci Simon. Donc on va parler d'ASP.NET Core, donc c'est ce qui nous intéresse. ASP.NET Core, c'est un framework web, c'est-à-dire juste un ensemble de librairies. Comme il a été compilé sur le .NET Standard Library que Simon a montré tout à l'heure, il fonctionne sur l'ancienne version du framework .NET sous Windows et aussi sous .NET Core. C'est un framework qui est modulaire, c'est-à-dire que chaque librairie propose une fonctionnalité. Quand on développe, on va prendre uniquement les librairies dont on a besoin. Il en résulte qu'en sortie, en fait, on a une application qui sera très légère et plus facile à mettre à jour. C'est notamment pratique pour ceux qui vont faire de l'IoT. Alors c'est un framework qui est cloud ready, c'est-à-dire que c'est facile de travailler avec du JSON avec, et par défaut, par exemple, il ne propose pas de faire de la session. Alors Microsoft a mis un accent particulier sur la performance, et il est aussi aidé par la communauté. Et c'est un framework qui est simple. Microsoft s'est fortement inspiré des frameworks open source, notamment pour ceux qui connaissent Node.js, c'est fort similaire. Quand on va prendre notre code applicatif, ici notre programme.exe que Simon a créé, il y a une DLL particulière qui s'appelle Kestrel. En fait, c'est une des implémentations serveurs proposées par Microsoft par défaut. Alors Kestrel, ça se base sur la libuv. Alors c'est une librairie qui est cross-platform et open source, et c'est la même qui est utilisée pour Node.js. En général, quand on est sur un environnement de recettes pré-prod production, on va toujours mettre un serveur type reverse proxy, de type Nginx, Apache, 2IS. Alors pour plusieurs raisons, notamment pour tous les aspects de sécurité, de facilité de configuration, et aussi parce que comme on a un process autonome, il faut que, dans le cas où il tombe, il faut quelque chose pour l'ordonnancer, l'orchestrer et le relancer. Au niveau du code utilisateur, le développeur va avoir accès à un pipeline. C'est très similaire au framework Express en Node.js.
il va juste avoir à développer un ensemble de middleware qui vont pouvoir modifier ou retourner une réponse. Donc Simon, est-ce que tu peux nous montrer comment on peut faire une petite API REST et aussi gérer la notion d'environnement? Oui. Donc là, je vais basculer sur un code qu'on a préparé avec Guillaume. Donc Hop. Qui reprend simplement les parties dependency injection et configuration, plus construction d'une API REST, de manière à vous familiariser avec ça. Donc, au niveau de notre CS Proj, on a ajouté des dépendances, donc plusieurs dépendances à ASP.NET Core, notamment le serveur Kestrel, qui nous permet de rendre notre programme, notre application console, devenir un serveur web, ASP.NET Core, etc. Au niveau de notre programme.cs, notre Hello World a disparu et on est maintenant sur un code qui construit un web host via une factory et du Fluent Code. Donc on indique qu'on utilise Kestrel et que la configuration se trouve dans la classe Startup. Au niveau du constructeur de cette classe, donc on a une première étape ici qui est d'aller construire la configuration. Donc la configuration est désormais dans des fichiers JSON. Auparavant, les gens qui connaissaient ASP.NET savent qu'avant on était plutôt sur un modèle XML dans le web.config pour aller mettre notre configuration. Ce qui est intéressant avec la partie JSON introduite par ASP.NET Core, c'est qu'on va être capable d'aller merger ensemble plusieurs fichiers JSON, et ce en suivant un pattern de nommage. Par exemple, ici on peut s'appuyer sur une variable d'environnement qui est le nom de l'environnement, justement. Donc ça permet dynamiquement d'aller avoir différentes configurations selon l'environnement dans lequel on a déployé l'application. Deuxième point important, c'est la partie configure. Donc c'est ici qu'on a accès à un objet eApplication Builder qui est en fait notre point d'accès au pipeline HTTP. Donc par défaut, le pipeline HTTP est vide, donc on ne fait rien. Et c'est ici qu'on va aller ajouter les middleware dont a parlé Guillaume tout à l'heure pour être capable de répondre aux requêtes qui nous arrivent. Donc j'ai fait une première étape qui est en fait d'ajouter des logs en sortie dans la console. Et pour les logs, on s'appuie sur une partie de la configuration qui est la section logging. Donc si on regarde la configuration dans appsettings.json, j'ai effectivement une section de logging où j'ai différents niveaux de logs configurés. En environnement de développement, donc appsettings.développement, j'ai une surcharge où là je vais être beaucoup plus verbeux, je log tout. Si je reviens sur Startup, derrière on utilise une page pour les développeurs en cas d'exception, de manière à fournir un maximum d'informations et de faciliter la vie du développeur en cas d'exception dans son code. On ajoute un middleware pour gérer les fichiers statiques, type image, CSS, etc. Et on enregistre également un middleware, donc MVC. Bon, c'est pas forcément bien nommé parce qu'effectivement, il va nous servir à faire du MVC côté serveur si on le souhaite, mais il nous permet également de construire des API REST. Au niveau de l'injection de dépendance, ça se fait au niveau configure services, donc on a une collection de services dans laquelle on vient enregistrer un mapping entre des interfaces et des types concrets avec un cycle de vie dont on a besoin. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut aller lire tout ou partie de la configuration de manière à rendre, à tout d'abord la mapper sur un objet propre à nous, et ça le rend injectable n'importe où dans notre code, de manière très facile. Petite astuce, si jamais on veut avoir un comportement et un enregistrement au niveau du conteneur différent par environnement, il suffit de suivre un pattern qui est configure environnement services, de manière à aller enregistrer pour, par exemple, ici, eData Service, une version moquée, alors que pour tous les autres environnements, eData Service nous retournera un Météo France Data Service. Donc si on regarde Météo France Data Service, dans son constructeur, il récupère les options de type Météo France Options, donc qui sont ici, donc avec une température max, température min
indiquées dans la configuration. Et en fait, Météo France renvoie des températures aléatoires comprises entre ces deux valeurs. J'ai la version moquée, donc, qui sera utilisée en environnement de développement, qui, elle, me répond systématiquement 3 valeurs en dur. Voilà. Ce service, pour pouvoir l'utiliser et créer un endpoint HTTP qui va me permettre de consommer ce service, on crée un contrôleur donc, fourni par le framework. On injecte les services dont on a besoin, donc ici notre eData Service, et puis on a un endpoint qui nous fait passe-plat, qui nous retourne les données. On a également ajouté un endpoint qui génère des exceptions, de manière à vous montrer ce que propose la page d'exception pour développeurs. Donc maintenant qu'on a vu le code, on peut passer sur voir ce que ça fait. Donc par défaut, j'ai configuré ma machine pour que l'environnement soit développement. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est un .NET Restore, suivi d'un .NET Run, de manière à lancer mon serveur web. Dans une seconde console, je vais exécuter ce code, mais plutôt dans un environnement de production. Donc le framework ASP.NET Core se base sur la variable d'environnement ASP.NET Core environnement pour déterminer quel est l'environnement actuel. Donc je vais la définir à production. Et puis je vais utiliser également un autre port que celui utilisé par défaut, de manière à ne pas avoir de conflit et pouvoir faire tourner ma version dev et ma version prod sur la même machine. Donc là, je vais lui dire, toi, la prod, tu réponds sur 5001. Donc là, je peux faire un .NET Run. En attendant, ici, la dev s'est bien lancée. Donc, par défaut, j'ai aucun middleware qui répond sur la route /. Donc, j'ai une 404 gérée par le navigateur comme il peut. Par contre, si je vais sur mon API de météo, là, j'ai bien mes données en dur. Donc, si je rafraîchis plusieurs fois, j'ai toujours la même valeur. Si je vais sur la prod, pareil, on ne répond pas sur la route /. Et par contre, si je vais regarder les infos météo, j'ai bien une autre version du code qui est exécutée via l'injection de dépendance. Chose qu'on n'a pas vue en dev, c'est la partie exception. Donc en cas d'exception, mon middleware developer page exception me fournit cette page-là avec toutes les infos du contexte qui a pu provoquer cette exception ainsi que la stack trace. Par contre, si j'exécute cette exception en production, là, c'est pas géré et j'ai le navigateur qui fait ce qu'il peut pour m'afficher une page d'erreur. Donc voilà pour la partie config dependency injection. Donc c'est assez simple. Et je vous propose qu'on voit ce qu'on peut faire de plus poussé avec ce framework. Merci Simon. Tu nous as montré comment on pouvait faire des API REST. Ce que je voulais vous proposer, c'est de passer plus sur du développement front. Aujourd'hui, si vous utilisez des frameworks tels qu'Angular 4, Vue.js ou React, vous pouvez faire du server-side rendering. Alors le server-side rendering, c'est le fait d'exécuter du JavaScript côté serveur pour pouvoir retourner la vue pré-générée au client. Alors ça a plusieurs avantages, notamment le fait que si vous faites un site internet et que vous voulez être bien référencé par Google, ce qui se passe, c'est que les Googlebots n'exécutent pas forcément le JavaScript. Du coup, le fait de faire du server-side rendering, votre site sera bien référencé, parce que la page complète, telle que le client va le voir, va être vue par Googlebot. Il y a un intérêt qui est encore mieux, c'est pour le client. Quand on va faire F5 sur la page, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, au lieu de voir la page apparaître par morceaux et les chargements se faire, on va voir directement la page apparaître, ce qui est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Donc, ça marche. Donc, je vous propose d'aller un peu plus loin dans le code. Hop.
Donc on a une application qui est constituée de 3 pages. On va aller voir tout ce qui a été modifié. Alors on va aller voir tout d'abord dans le fichier de configuration. On a ajouté une librairie ici qui s'appelle SPA Services. C'est elle qui va permettre d'exécuter du JavaScript côté serveur. On a aussi ajouté une DLL qu'on ne va pas pouvoir présenter, mais qui permet à la mode NPM de faire .NET Watch mon serveur, et dès qu'il y aura un fichier modifié, il pourra relancer automatiquement le serveur. Et ça marche aussi avec les tests unitaires. On a ajouté aussi une section ici Compute File to Publish, qui va permettre, quand on va faire un .NET Release, de automatiquement préjouer les commandes npm install et npm run build prod. Donc derrière, ça va utiliser Webpack. Ici, on peut voir, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on utilise Webpack. Et côté client, on a ici une application qui est en React.js et TypeScript. Donc ce que je devrais faire pour commencer à travailler, c'est un npm install pour télécharger mes dépendances clients. Et je ne vais pas le faire parce qu'on l'a déjà fait au préalable, vu le temps que ça prend. Et par contre, ce que je vais faire, c'est pour pouvoir copier les CSS et que le site puisse se lancer la première fois, il faut juste que j'initialise ma config Webpack, enfin mes CSS. Et on va reprendre notre programme ici. Hop. Le fichier programme.cs. Ici, il n'a pas du tout changé. Et on va aller dans le startup au niveau du middleware. Alors par rapport au code de Simon, ce qu'on a rajouté ici, c'est un use Webpack dev middleware. Ça va permettre de lancer le serveur Webpack et de faire du hot reload. Alors le hot reload, quand vous allez développer votre JavaScript et vous allez changer un fichier, plutôt que de faire F5 et de perdre tous vos contextes de débugage, votre page, uniquement le JavaScript modifié va être rechargé. Donc c'est pratique en développement. Quand on est en mode production, Simon n'avait pas affiché de page très agréable pour l'utilisateur. Ce middleware va permettre de le faire. Et en plus, par défaut, il va permettre de loguer toutes les exceptions. Au niveau du framework qui va rendre les vues MVC, ce qu'on a rajouté, c'est ici un fallback. C'est-à-dire que quand on ne va pas trouver de route qui va matcher, on va exécuter le service qui va permettre de faire du server-side rendering. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre serveur sur l'environnement de développement. C'est bon. Alors, effectivement, ça plante parce que j'ai oublié de faire un .NET Restore. Comme j'ai ajouté ma librairie, il faut forcément faire un .NET Restore pour aller la télécharger depuis Nugget en local. Donc là, je vais faire un .NET Run. Donc, la petite application qu'on est en train de montrer, en fait, c'est un template qui est proposé par défaut par Microsoft, notamment le créateur de Knockout. Donc ici, j'ai un site qui est constitué de 3 pages. J'ai la home page, un petit compteur qui va exécuter du JavaScript côté client, et on va retrouver un appel à notre service REST, où là, effectivement, c'est ma version moquée. Donc, si on va regarder ici, au niveau des appels de console, si je fais un CTRL F5 pour recharger ma page, hop, et je vais zoomer un petit peu, ici, en fait, j'ai aucun appel à mon API REST. Pourtant, si je reviens et que je fais un changement ici, on voit bien qu'elle est bien appelée. Voilà, un petit zoom. Voilà, donc elle a été appelée. Et c'est pareil, je peux refaire un CTRL F5. On ne voit pas la page, on ne voit pas de loader et c'est agréable. Et maintenant, je vais vous montrer la partie. Donc, le JavaScript est exécuté côté serveur et rendu au client. Pour le hot reload ici, on a notre compteur, on peut l'incrémenter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier un fichier JavaScript. Notamment ici, j'ai mon compteur, au lieu de faire +1, ce que je vais faire +10. Je vais sauvegarder. Et là, ici, on va voir que Webpack a automatiquement chargé mon fichier qui était modifié. Et du coup, sans perdre mon contexte JavaScript,
ma règle a été prise en compte. Donc maintenant, je vais vous parler assez rapidement des outils. Alors, Microsoft propose un environnement cross-platform qui permet de développer. C'est Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code, c'est basé sur le framework Electron et qui se base lui-même sur Node.js et Chromium. Bon, par exemple, ici, on peut voir une console que vous connaissez bien. On peut même s'amuser de débugger le debugger. Donc ici, si on revient, ici on peut voir qu'en bas à droite, qu'il y a le mot TypeScript qui est affiché. Et si je m'amuse à aller dans un fichier JavaScript, hop, on va aller ici. Fichier C Sharp. C Sharp. On va voir ici un petit logo avec une flamme et que C Sharp est inscrit. On peut voir que ici j'ai ce qu'on appelle de l'IntelliSense. Et même si je m'amuse à ici, hop, je peux avoir assez simplement de l'autocomplétion. Donc je vois que pour mon logger, j'ai pas mal de méthodes, critical, debug, info. Donc en fait, ça c'est possible parce que Microsoft a rendu open source son compilateur C Sharp, donc il est multiplateforme. Et derrière ça, ils ont créé un projet qui s'appelle OmniSharp, avec le logo de la petite flamme, qui permet de rendre disponible sur tous les éditeurs du marché cette autocomplétion en fait, toute cette puissance pour développer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que si je mets un breakpoint ici, alors ça va être pratique si je veux débugger. Avec Visual Studio Code, j'ai juste à cliquer sur le bouton debug. Donc là, apparemment, il m'a déjà proposé de créer des fichiers, j'ai dû cliquer oui. Et là j'ai mon processus, mon serveur qui est lancé. J'ai juste à m'attacher à ce processus. Donc il va me proposer je le sélectionne. Et si je reviens au niveau de ma page qui permet de récupérer les données, effectivement, on voit que je peux débugger. Et du coup, j'ai les valeurs qui vont apparaître. Voilà, comme un débugger classique. Donc ça en est fini des outils. Avant de passer à la suite, un petit dernier focus sur le serveur Kestrel. Donc l'implémentation de Kestrel, par défaut, quand il va se lancer, il va lancer plusieurs fois la librairie libuv, qui est la même que celle de Node.js, et tout se fait en asynchrone. Ensuite, le code utilisateur, tout le code que vous développez, est réalisé dans la machine .NET classique. Donc là, vous êtes en environnement multithread, ce qui fait que, par exemple, si vous voulez utiliser la Parallel Library, vous pouvez. Si vous voulez générer un PDF qui prend plus de 30 secondes, vous pouvez. Vous ne risquez pas de bloquer les utilisateurs. Donc maintenant, c'est bien, on a un code qui tourne. Ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir le publier. Alors Simon, à toi de jouer. Ok. Sur un Donc, environnement. moi, je ne vous l'ai pas dit au début, mais j'ai plutôt une expertise .NET et Azure. Donc je vais plutôt déployer sur Azure. Donc ce que je vais utiliser, c'est un outil qui s'appelle Visual Studio Team Services, donc, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser jusqu'à 5 personnes sur un même projet. Bon. Nous, notre code est dans un repo Git, donc je pars du Git et je vais utiliser Visual Studio Team Services pour builder et puis déployer vers soit les data centers de mon entreprise, soit Azure, soit Amazon Web Services, donc en l'occurrence Azure. Mais j'aurais pu également utiliser un Jenkins de manière à pouvoir builder mon application et faire d'autres choses. Donc, ce que j'ai fait au préalable, c'est dans Visual Studio Team Services, c'est que j'ai défini un workflow de build, donc en gros, comment je vais construire mon package à livrer en production. Donc la première étape va être de récupérer mes sources depuis GitHub, donc j'ai la possibilité de faire ça. Ça peut être un autre repo de code, plusieurs sont supportés. Seconde étape, ça va être la restauration des packages, donc on l'a vu ensemble depuis le début, on en a fait pas mal. J'ai une étape de build qui compile mon code. On n'a pas de test, mais on devrait en avoir. Mais j'aurais pu également faire une étape de .NET Test, utiliser la commande de .NET Test pour lancer mes tests. Une fois que c'est buildé, on peut packager tout ça, donc dans un dossier bien défini, et publier tout ça en tant qu'artifact. Une fois que c'est fait,
Donc mon package est prêt à être utilisé par quelqu'un d'autre. J'ai défini la notion de release management, donc qui est en fait comment je gère le cycle de vie de déploiement de mes artefacts, donc de mes applications. Donc en entrée, on peut se brancher sur un output de build. Donc là, je me suis branché sur l'output de ma build qu'on a vu précédemment. Et au niveau du workflow de déploiement, un premier step consiste à déployer sur Azure tous les services PaaS dont j'ai besoin pour héberger mon application. Donc pour faire ça, on s'appuie sur ce qui s'appelle des templates ARM, Azure Resource Manager. Donc je vais rapidement les balayer. Donc il se trouve ici, donc j'ai un template avec plusieurs paramètres, notamment le nom de ma web app, etc. Et ce qui est fort important, c'est les ressources. Donc j'ai un service plan. Donc c'est en gros des ressources qu'on attribue à une web app. Et j'ai un service pass web app qui va me servir pour héberger mon code, mon application. À cela, je lis un fichier de paramètres pour un environnement donné. Donc là, j'ai un seul environnement. Donc c'est ce fichier qui est utilisé. Donc ma web app s'appellera Netcore Live Demo. Et puis mon service plan aura ce petit nom-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une build. J'ai configuré la release pour se lancer automatiquement dès lors qu'il y a de nouveaux artefacts qui arrivent en sortie d'une build. Et puis en attendant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut déployer ailleurs que sur Azure. Oui, donc depuis le début, on vous dit que c'est multiplateforme, mais on ne vous l'a pas prouvé. C'est pour ça qu'on vous propose hop, on va revenir au niveau du code. Ici, dans le code, on a un Dockerfile qu'on va décrire. Microsoft propose par défaut une image qui se base sur un Debian. Ça aurait pu être Ubuntu, n'importe quel système. Donc on va télécharger cette image, ce Dockerfile, cette image. Ensuite, on va travailler dans le répertoire app. Cette commande ici va copier les fichiers qu'on a du côté Windows ici dans le répertoire app. La commande ici, .NET Restore, va restaurer les packages sur l'image Debian liée à Debian. Et ensuite, on va faire un .NET Publish pour publier notre code de façon optimisée à ce Debian. Et enfin, lancer le serveur. Donc je pourrais faire pareil sur n'importe quel distrib Linux finalement. Oui, tout à fait, Simon. D'accord. Donc pour construire cette image, je devrais faire un docker build -t pour lui donner un nom de tag, app.net. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça télécharge toute l'image de Microsoft et c'est un peu long. En fait, cette image de Microsoft, par défaut, contient des outils tels que le SDK.NET et NPM, ce qui nous permet de faire les NPM install quand on fait un .NET release. Publish. Un .NET Publish. Donc, ce qu'on va faire, c'est un Docker Run pour lancer notre image et avoir notre conteneur de lancer. Alors, -d pour lancer un mode démon et récupérer la main sur la console. Ensuite, on va faire un mapping de port qui sera 80-80 côté Windows par rapport à 80 côté Debian. Et ensuite, on va lancer tout simplement app.net, notre application. Donc on a notre conteneur qui se lance, qui tourne sous du Debian, et il n'y a plus qu'à aller voir. Et on va retrouver notre application. Donc cette application, c'est un template qui est proposé par le créateur de Knockout. Il est téléchargeable en faisant .NET New Install et vous pouvez jouer avec assez rapidement. Voilà. Maintenant, on va retourner à Azure. On va voir si ça a eu le temps de déployer. La build est toujours en cours, donc je propose qu'on avance et puis on verra si c'est effectivement déployé et fonctionnel en production sur Azure juste après. Donc Docker, on l'a vu ensemble. Donc c'est pas simplement Docker, mais on peut aussi utiliser
tous les clusters qui nous permettent d'héberger les conteneurs, donc Kubernetes, Mesos, etc. Et avec Guillaume, on voulait faire un petit sum-up de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc la première chose, c'est open source, et vraiment n'hésitez pas à contribuer sur le GitHub ASP.NET. C'est multiplateforme, donc aujourd'hui, vous n'êtes plus contraint à utiliser des serveurs Windows pour faire tourner vos applications. On a un outillage qui est assez étoffé et qui a l'avantage d'être cross-platform, donc ça c'est assez intéressant. Donc on peut travailler sur l'OS de notre choix avec un éditeur tel que Visual Studio Code qui est vraiment sympa à utiliser. Donc Microsoft a fortement axé le framework aussi sur la performance. Bientôt, il y a la version 2 de .NET Core qui va sortir, où la communauté Microsoft a beaucoup contribué et les a améliorés. Au niveau des cas d'utilisation, on a vu que cette plateforme peut aller de l'IoT au service web. Il peut fonctionner sur les clouds. Je ne sais pas si on l'a dit, mais il fonctionne aussi en PaaS sur Amazon avec les lambda. Et on peut faire aussi du front web. Et pour le développeur, c'est un framework complet, c'est-à-dire que la plupart des problématiques qu'on a au quotidien, il répond aux besoins, notamment par la configuration, l'injection de dépendances. Donc c'est agréable de développer avec. Est-ce que Azure est prêt? La build est terminée en tout cas. Donc au niveau de mes releases, j'ai dû avoir une release qui s'est créée automatiquement, qui est toujours en progress. On est sur la fin, non, on déploie. Bon, on va vraiment attendre pour voir que ça tourne sur Azure. Donc là, les services PaaS ont été créés et instanciés. Donc là, on passe à l'étape d'upload finalement des binaires sur le service web app. En attendant que ça tourne, est-ce que vous avez quelques questions ? Chez AXA, vous avez des projets qui tournent en production? Vous avez un retour d'expérience là-dessus? Alors, on a un premier projet qui est sur ASP.NET Core. Aujourd'hui, il est en pré-production et il passe très prochainement en production sur cette techno-là. Donc, c'est notre projet pilote et on est confiant sur la suite pour pouvoir démocratiser en fait ce framework. Non, pas vraiment de problème. Enfin, ce qui a changé finalement, c'est qu'on ne package plus en mode MSI, on package des web deploy. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas forcément. Mais après, pas de problème particulier. Alors, la question, c'est Oui. Ouais. Est-ce que Entity Framework est simple en .NET Core? Donc par contre, on est resté sur ASP.NET Core en utilisant le .NET Framework, donc le full. Donc on est sur encore Entity Framework 6. Donc en fait, .NET Core n'a pas encore été validé chez nous. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire avancer, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. En fait, Entity Framework n'était pas mûr il y a un an quand .NET Core est sorti. Et après, 6 mois après, ils ont sorti une version mûre où au niveau des jointures, en fait, il y avait il y a un an, faire des jointures assez complexes, Entity Framework n'implémentait pas tout. Mais ça a été changé il y a plus de 6 mois et maintenant, quasiment tout ce qu'il y a en Entity Framework 6 est disponible en Entity Framework Core. Il y avait une deuxième question. C'était la même. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question parce que vous avez beaucoup parlé de Node.js et des techno web et des similitudes entre .NET Core et enfin de l'aspiration du monde Node. Aimant beaucoup TypeScript, à votre avis, dans quel cas ça a vraiment de la valeur ajoutée de faire du .NET Core de l'ASP plutôt que de faire du TypeScript avec Node? Alors, c'est une très bonne question. Merci. En fait, on a essayé de présenter au niveau des cas d'usage de la plateforme, l'architecture est un peu différente. Après, effectivement, d'un côté, il y a JavaScript qui est le langage le plus universel
qui soit. Si on rajoute TypeScript, on rajoute une surcouche avec des fichiers de mapping. De l'autre côté, effectivement, il y a .NET, où là, effectivement, quand on prend le framework et son architecture, il va répondre à beaucoup de cas d'usage, et on a un framework qui est accessible et clé en main. Après, je pense que les deux frameworks sont très bien, ils sont performants, ils ont des super langages qui sont bien. Et du coup, le choix est aussi une question humaine, je pense. Je pense qu'il faut voir aussi au niveau des compétences que vous avez. Si vous n'avez pas de compétences C# chez vous, par exemple, partir sur ASP.NET va demander des investissements en termes de formation, etc., pour rentrer dans le... Merci. À titre personnel, en fait, les deux frameworks sont bien, mais imaginez qu'il y a quelque chose qui est vraiment pratique en C#, c'est Link, où quand on a des grappes d'objets volumineuses, pouvoir requêter dedans en une expérience de développeur, c'est très pratique. On a tendance à déployer sur Azure. Donc, il n'y a pas de mensonge. Merci à vous pour votre participation. Merci.